désolé pour le retard. Alors, ouais, c'était génial, merci, à bientôt. Euh, alors déjà, désolé pour être arrivé en retard. Et merci pour cette invitation. Je vais me présenter très rapidement, le temps que vous puissiez vous connecter à un petit truc. Je m'appelle Romain Chapon, j'ai 43 ans, ça fait un an que je travaille chez Michelin. Je suis responsable de la pratique d'architecture au sein du réseau des architectes. Je travaille dans l'équipe d'architecture d'entreprise. Le réseau des architectes Michelin, c'est à peu près 250 personnes sur trois plaques. Avant ça, ça fait à peu près 12 ans que je fais de l'architecture. Avant, j'étais chez Guimagrin, avant, j'étais chez Almeris, B-Wise et B machin. J'ai fait du développement pendant quelques années, j'ai fait de la production, j'ai fait plein de trucs. Voilà. C'est peut-être pour ça que je suis devenu architecte. Et en même temps, je suis mainteneur d'un framework d'architecture open source qui s'appelle la Continuous Architecture. Je m'occupe de Green Tech Auvergne avec quelques copains. On a un truc dans pas longtemps qui est suivez LinkedIn. Cette fois-ci, il est passé au micro, la pub. Voilà, à titre perso, je fais de l'œnologie, je fais du théâtre, je fais plein de trucs. Bref, voilà. Assez parlé de moi. À Volcamp, j'avais fait un talk sur les lois de la tech. Et en fait, l'idée, c'était de refaire ce talk ici, mais je me suis dit que c'était pas assez fun, pas assez sympa. Je propose plutôt que ce soit vous qui le fassiez à travers un test. Hein, parce que bon, faut pas non plus demander à un architecte de bosser. Hein, voilà. Bon. Les lois de la tech, c'est un peu une collection perso de mes expériences, de ce que je lis, de ce que j'écoute, de ce que je regarde, de plein de choses. Disclaimer. Ce ne sont pas des lois au sens code civil, code pénal. Donc s'il y a des juristes dans la salle, je suis absolument désolé pour vous. Ça va pas trop parler tech, mais un peu quand même. Et est-ce que tout le monde est prêt? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire jusqu'ici? Non? Bon. Les lois de la tech. Oh, il y a plein de monde, génial. Alors, d'autres disclaimer, j'ai pas de récompense à la fin. Donc ne venez pas me réclamer quelque chose, le but c'est de jouer entre nous. Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque fois. 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. C'est la loi de Pareto, c'est la loi de Pareto, c'est la loi de Pareta, c'est la loi de Gaston Lagaffe. On commence soft. On va s'échauffer un peu, les neurones. Alors, faut pas que je spoil la réponse avant la fin du chrono. Voilà, évidemment, ouais, c'est Pareto. Wilfredi Pareto, c'est un économiste italien fin du XXe. Il a étudié en fait la répartition des impôts en Europe et il s'est rendu compte déjà à l'époque que 80% des impôts venaient de 20% de la population. Alors c'est pas lui qui a dit ça, je vais en faire une loi et puis ça sera hyper connu un siècle après. C'est une autre personne qui a fait beaucoup de choses dans le domaine de la qualité, j'ai oublié son nom d'ailleurs, qui a formulé cette loi dans les années 70. Cette loi elle est assez pratique, on l'utilise assez souvent. Et moi perso, je suis assez surpris de l'utiliser aussi dans mes prompts avec la GenAI, quand j'ai pas envie de me casser la tête. Donne-moi 20% de la matière qui me fera comprendre 80% du sujet, voilà, par exemple. Bon, il y a d'autres éléments, mais vu qu'il y avait 20 questions et que j'ai une demi-heure et que je suis déjà en retard, on va enchaîner. Ah, j'ai oublié le classement à chaque fois. Je pense que je passerai l'animation un peu. Hein. Question suivante. Tout ce qui peut aller mal finira par aller mal, et généralement à Clermont-Tech. C'est la loi de Murphy, c'est la loi de Edward Murphy, ou de Eddie Murphy. Je suis peut-être devant, pardon, mais normalement c'est sur vos mobiles. Ah, il y a un piège. J'attends déjà les rageux qui vont dire mais c'est pas ça. J'attends avec impatience. Ouais,
C'est Edward Murphy. Euh, Scientifique américain, assez brillant. Pas forcément agréable, mais assez brillant. Et il avait dans ses équipes quelqu'un d'extrêmement maladroit. Mais alors, Gaston Lagaffe puissance 15. Et en fait, cette personne était capable de lui trouver des cas et lui trouver des erreurs que même que Edward Murphy ne pouvait pas avoir. Et Murphy, toute sa carrière, a voulu garder avec lui cette personne pour trouver justement les cas qui ne peuvent pas se produire. D'où cette célèbre loi. Alors, c'est aussi la loi de l'écran bleu, c'est la loi de la tartine beurrée, c'est la loi de ce que vous voulez. L'effet Bonaldi pour les plus anciens d'entre nous. Euh, Comment? Et Clermont-Tech bientôt, évidemment. Bon, je passe le score. Bon, ça va? Oh, c'est mou là. Ça va? Voilà. La loi de Parkinson. Le travail s'étale toujours de manière à occuper tout le temps disponible pour ne pas le réaliser, l'expliquer mais ne pas le réaliser ou réaliser qu'on ne va pas le réaliser. Certains d'entre vous tremblent, je vois. Comment? Ouais, ouais. Alors, ouais, c'est le réaliser. Passionnant Parkinson, passionnant, passionnant, passionnant. Il a cité cette loi et puis il a cité plein de trucs. Je vais pas tout vous expliquer parce que j'ai pas forcément le temps, j'ai qu'une demi-heure. Je passe d'un quart d'heure à une demi-heure, mais j'ai toujours pas le temps avec ce talk hein, quand même. Euh, En fait, il avait étudié les bureaux coloniaux dans les années au début du siècle. Et il s'était aperçu en fait que la quantité de travail restait exactement la même, mais que les recrutements avaient une légère courbe de croissance. C'est lui qui aussi a édicté la théorie de la futilité. C'est-à-dire que dans les grands conseils d'administration, on passe un temps incroyable sur des décisions qui ne servent à rien, entre guillemets, et on passe beaucoup moins de temps sur des décisions beaucoup plus impactantes puisque les gens s'alignent beaucoup plus vite. C'est lui aussi qui a beaucoup de phrases sur la bureaucratie. Un bureaucrate n'a pas d'opposants, il n'a que des collègues, enfin, et ainsi de suite. Des questions? Non? Bon, je passe le classement. Alors, il faut beaucoup plus d'énergie pour réfuter une bêtise que pour la produire. Oui. Vous comprenez la photo. C'est la loi de Brandolini, de Brandao, de Jean Covici ou de Franck Ribéry. Voilà, de Brandolini. Alors, Jean Covici en a parlé, c'est comme ça que je l'ai connu cette loi en fait. Jean Covici en a parlé dans une interview, il avait expliqué devant un journaliste, qui du coup, une interview qui était assez tendue d'ailleurs, elle est assez intéressante si vous la trouvez. C'est là on voit l'art oratoire, et justement il est arrivé sur... Brandolini en fait c'est un journaliste italien qui a énoncé ça il y a quelques années, et assez vrai, c'est qu'on mettra beaucoup plus de temps pour démontrer une vérité et pour démonter en fait un mensonge que juste pour l'énoncer. Allez, je vous laisse le board. Ouais. C'est très serré, très serré, très serré. On enchaîne. Tout prend toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi 2. C'est la loi de Hofstadter. Mais comment? Ou de Gérard Holtz, pardon. Ça demande de l'observation. J'ai pas dit que j'étais sympa avec les questions. Alors, ouais, c'était la deuxième réponse. Passionnant, Hofstadter, prix Pulitzer des années 80. Et en fait, cette loi, elle est géniale. Il explique en fait que tout prend plus de temps, même si on avait prévu. En fait, il avait observé dans les années 60 ou 70, au tout début de l'informatique, des personnes qui énonçaient l'informatique avant les années 80 battra le meilleur joueur des échecs. Et en fait, non, début des années 80, l'informatique ne battait pas les joueurs d'échecs. Donc, dans un de ses bouquins, dont j'ai bouffé le nom,
Il explique, il énonce cette loi que je trouve assez drôle et qui s'applique assez bien quand même à nos métiers. C'est sensible, hein, j'ai appuyé 2 fois là. Au-delà d'un certain seuil, l'efficacité du travail diminue puis devient négative. Qui a énoncé cette loi? On n'est pas forcément dans des lois de la tech, là, on est plutôt dans des lois d'organisation personnelle, des lois du management. Mais pour nos travails qui sont à haute disponibilité intellectuelle, c'est toujours intéressant de s'y référer. Alors, c'est Ivan Illich. Oh, c'est bien réparti, c'est Ivan Illich. Si un dimanche soir, au mois de janvier, alors qu'il pleut, il vous prend l'idée de lire Ivan Illich, arrêtez tout de suite, ça pourrait mal finir. C'est quand même quelqu'un qui a une littérature assez particulière sur l'ère post-industrielle et assez critique. Mais en fait, il avait étudié, il avait expliqué qu'en fait, justement, par rapport à cette ère post-industrielle, le stakhanovisme primaire sur la capacité de travail était assez destructeur de l'humanité. J'exprimerai comme ça. Si vous voulez savoir un peu plus, essayez de le lire. Mais je la trouve assez vraie, et assez vrai encore une fois dans nos métiers à haute disponibilité intellectuelle, où on s'acharne sur des sujets, on s'acharne sur des questions par moment, sans prendre le soin de se reposer l'esprit et de penser différemment, d'avoir un autre regard sur les choses. Bon, je passe. Niveau timing, on est bon? Ok. Question 7. Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Alors, c'est la loi de Carlson ou de personne. Il s'appelle Sune Carlson. Et il avait observé dans les années 60, dans les bureaux administratifs, qu'il était dérangé 12 fois par jour. Et il trouvait ça énorme. Il n'arrivait pas à travailler. Et quand aujourd'hui, en fait, notamment grâce à ça, les notifications, on peut être dérangé plus de 30 fois par jour. Encore une fois, sur nos métiers à haute intensité et qui demandent beaucoup de ressources intellectuelles, être distrait nous coupe de l'efficacité et surtout en fait nous empêche d'aller au bout des sujets. Car lorsqu'on a compris un sujet, qu'on doit sortir d'un sujet et revenir sur ce sujet, on ne reviendra pas à zéro. On sera obligé de reprendre les éléments de contexte pour être efficace sur ce sujet. Et ça, on va le voir encore après. Question suivante. Nos capacités physiques, mentales et émotionnelles suivent des rythmes cycliques qui influencent notre efficacité et notre bien-être. C'est un peu le résumé des 2 lois précédentes. Elle a été énoncée par des chercheurs justement sur ce sujet. Je crois que j'ai un peu spoilé la réponse, mais c'est pas grave. Bon, j'ai essayé de vous aider un petit peu. Et pareil, c'est pas forcément une loi technique au sens pur du terme, mais c'est une loi qui est assez intéressante sur la manière dont on travaille. J'ai vraiment spoilé la réponse. Elle est assez intéressante, elle veut dire en fait simplement que parfois quand nos collègues ne sont pas en forme, ou comme nous on n'est pas en forme, on a le droit de s'écouter, et on a le droit de faire en sorte que les choses aillent mieux. Ça rejoint les 2 lois précédentes. Être capable de savoir qu'on n'est pas bien, être capable de l'exprimer, être capable aussi de l'entendre, et être capable de faire en sorte que si on n'est pas bien, bah, on fait les activités qui sont corollaires à ça. Et en tant que manager, en fait, on doit aussi l'entendre. Waouh! Je n'ai rien fait. Ah, ça se précise. Question. Ah, il est post-it, donc là forcément c'est une photo d'architecte. Question 9. La loi de Kydlin, si vous écrivez clairement le problème, la question est clairement le problème, la question est à moitié résolue, la question mérite d'être posée, ou la question elle est vite répondue.
Eh oui, la question est à moitié résolue. Alors ça rejoint une citation, je prends des pompes évidemment, de Nicolas Boileau: ce qui se conçoit s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est joli, hein? C'est exactement la même chose, et c'est ce qu'on demande à nos architectes, à qui on demande de prendre des décisions, alors que les décisions sont plutôt des décisions d'équipe quand on parle d'architecture. Sortons des carcans avec des architectes qui décident et des gens qui font, ça ne marche pas. Sortons des cathédrales applicatives, essayons plutôt d'avoir des systèmes qui sont petits au départ et qui grossissent après. Et assez, c'est assez marrant, mais assez rapidement, les architectes, quand ils arrivent en poste, tout de suite, ils essaient de décider. Tout de suite, ils essaient de trouver des solutions à tout. Alors que, pour arriver à une bonne décision d'architecture, la première chose, c'est de poser la bonne question. Il n'y a pas très longtemps, exemple totalement fictif, un architecte est venu vous poser la question: comment arriver à mettre des tablettes dans des usines? C'est une très bonne question. Loi de sécurité, on était déjà sur le matériel, ainsi de suite. C'était pas la question posée. La question posée, c'était comment afficher simplement un écran. Et déjà en étant sur la réponse sur la tablette, on n'était pas sur la bonne question initiale. Donc, ce qu'on demande à nos architectes, et ce que parfois nos métiers ne nous laissent pas faire, c'est reprenons la question de départ, formulons-la correctement, de manière compréhensible pour tous, explicitons l'implicite, et la solution sera plus facile à trouver. Ça va? Il n'y a plus qu'un oui. On n'est qu'à la moitié, hein. Ça va être long. Allez. La loi de Brooks: ajouter des personnes à un projet en retard, lui permet de gagner du temps, lui permet de changer de nom, le retarde encore plus, est inutile. Je suis en mode produit. Alors Brooks, informaticien, chef de projet chez IBM, sur un projet qui a failli tuer IBM, quand même. Et donc il avait formulé ça dans un bouquin qui est sorti au début des années 2000, ou fin des années 90 plutôt, qui est assez intéressant. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ajouter des personnes à un projet en retard retardera le projet. C'est pareil, si jamais quelqu'un a du mal avec sa charge de travail, ça sert à rien de lui en mettre plus, enlever plutôt de la charge de travail. Et donc en fait, mais pourquoi cette loi, vous allez me dire? Parce que là où je vais voir si j'ai bien fait ma présentation. Ouais, si. Pourquoi cette loi? Pourquoi en fait ajouter du monde à un projet aurait comme effet de le retarder? Le cerveau humain peut gérer un nombre limité de relations stables, environ 150. C'est le nombre de Dunbar, Dumbo, Dumb and Dumber. Comment? Oui, ça arrive. Et voilà, Dunbar. Travaux extrêmement intéressants qui, il y a très longtemps, avait explicité les relations sociales de l'être humain, avec des relations familiales entre 8 et 12 personnes, donc voilà, extrêmement proches, des relations famille étendues, on est je crois dans les 50-60, et puis la notion de tribu, et puis en fait les relations stables, 150 personnes. Ce qui est assez... 150 personnes, ne virez pas de Facebook la 151e personne, hein. Chacun est différent, on est bien d'accord. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, ces nombres-là se sont avérés exacts. Et donc forcément, sur un projet, lorsqu'on ajoute des gens, il y a des relations sociales à mettre en place, il y a des relais de communication à avoir, et c'est plus compliqué. Et forcément, le projet sera en retard. Bon, je vous laisse le board. Alors, c'est serré. C'est serré. La loi de Goodhart: lorsqu'une mesure devient un objectif, elle devient une bonne mesure, l'objectif peut enfin être compris, elle cesse d'être une bonne mesure, elle permet le paiement des primes. Hein? Voilà. Ah, mais alors, Goodhart, formidable. Économiste
économiste qui aurait dû avoir le prix Nobel. Malheureusement, il ne l'a pas eu. En fait, il avait étudié les politiques du Royaume-Uni au début des années 80 sous le gouvernement Thatcher. Et il avait observé que, assez bizarrement, enfin pas assez bizarrement, l'humain est ainsi fait, que chaque objectif était fixé sur des KPI et que ces KPI bougeaient en fonction du temps. Et là aussi, la réflexion que l'on a, c'est lorsque on définit une KPI, à quoi sert cette KPI précisément? Je peux très bien fixer le nombre d'architectes que j'aurai dans mes formations sur l'année 2025. Est-ce que ça veut dire que mes architectes auront été formés correctement? Et les former pour quoi faire? C'est ce genre de choses, ce genre de questions auxquelles on veut répondre. Donc, à chaque fois que quelqu'un va vous dire « je veux des KPI », posez-vous la question « pourquoi ?» Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir de KPI, hein, on est bien d'accord. C'est juste fixer l'objectif au bon endroit. Les organisations qui conçoivent des systèmes sont contraintes de produire des designs qui sont des copies de leur structure de communication. Ah, là on est un peu plus sur des lois de la tech, vous allez me dire. Même si depuis le début je considère qu'on est dans les lois de la tech parce que ce sont quand même nos métiers. C'est la loi de Highway, Midway, Conway, Starway. Elle est plutôt connue. Alors, ouais, c'est la loi de Conway. Melvin Conway, il a énoncé ça dans les années 60 et c'est toujours vrai et ça a été prouvé par plusieurs études, notamment du MIT et d'Harvard, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il y a un vrai miroir entre les systèmes d'information et les organisations. Et même plus globalement, si j'ajoute dans la boucle le domaine Driven Design, il y a un miroir, et il y a un vrai lien entre le business, l'organisation et mon système d'information. Donc, lorsqu'on réfléchit à l'architecture, pour faire de l'architecture for flow, comme Susan Kaiser l'explique, c'est-à-dire être dans une réflexion purement sur l'architecture et pas flow au sens gamification, donc purement sur l'architecture et pas sur des questions annexes. Se pose la question de la loi de Conway et de team topologie qui est la réponse à la loi de Conway, et d'un autre côté sur de Driven Design qui explicite en fait le business avec des contextes bornés qui s'alignent justement sur l'organisation. Donc on voit, je ne suis pas très clair dans mes explications, je vois vos regards, mais je vais y arriver. Et en fait, ce qu'on explicite dans l'architecture for flow et ce qu'on cherche à avoir, c'est un alignement entre le système d'information, le business et l'organisation, à travers Conway, DDD, et les value stream mapping qui sont des outils de cartographie de nos valeurs délivrées à nos clients. Des questions? Vous êtes sûr? Bon. En d'autres termes, au sein d'une organisation très très silotée, quand quelqu'un va vous demander de faire du microservice, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et en tant qu'architecte, si vous vous intéressez qu'au système d'information, ça va être compliqué aussi. La question du business et la question de la structure de l'organisation, c'est aussi une question d'architecture avant tout. Ah. Si ce n'est pas nécessaire de prendre une décision, alors il est nécessaire de ne pas en prendre. C'est la loi de Falkland, Kerguelen, Baldwin ou Morris. Ouais, c'est Falkland. Alors certains pourraient me dire, ah, Baldwin, bon, fin de la blague. Encore une fois, et dans le manifesto de la continuous architecture, on explicite le fait de prendre les décisions jusqu'au dernier moment responsable. C'est ce que Jeff Bezos appelle le one door decision. C'est-à-dire, une fois que vous avez pris la décision, la porte se ferme derrière vous et c'est fini. Et dans nos métiers, avec la vitesse que l'on veut mettre, forcément, on veut aller sur des décisions, on veut aller rapidement. Sauf que souvent, ou certaines fois si vous voulez, les décisions nous engagent et font qu'après derrière, on ne peut pas faire marche arrière. Donc, cette loi de Falkland fait référence justement à ce dernier moment responsable.
passé vite là, ouais. La loi de Gregor Hope, la complexité excessive et la punition de la nature pour les organisations. Incapables de prendre des décisions, qui décident de prendre des décisions, qui décidément n'ont pas de chance. Alors Gregor Hope, architecte assez connu, il a écrit un bouquin que je vous conseille si vous vous intéressez à l'architecture, Software Architect, Elevator. Et en fait, il a une image en fait, pour l'architecte que j'aime bien, qu'on utilise beaucoup dans nos formations, c'est l'ascenseur, l'élévateur. L'architecte, c'est la personne qui est capable de parler à l'engine room, à la technique, à la prod, et à la fois aussi à la direction dans le penthouse. Donc l'architecte, il se balade dans tous les niveaux d'organisation. Ça ne veut pas dire qu'il est expert. Il ne peut pas être expert dans tous les étages. C'est absolument impossible. Donc lorsque des experts deviennent des architectes, on leur demande de laisser leur expertise pour aller vers des compétences beaucoup plus larges. Ça veut dire être capable de parler avec des équipes techniques, de comprendre leurs problématiques, de comprendre leurs problèmes. Pas d'avoir l'expertise peut être là, évidemment. C'est pas interdit d'être bon, mais c'est pas ce qu'on leur demande en premier. On leur demande de naviguer dans les étages, de ne pas être juste en fait des rapports de paquets sans ficelle, de comprendre les messages, de les traduire. Et ce qu'on leur demande surtout, c'est de porter les messages. C'est pas le groom juste dans l'ascenseur qui appuie sur le bouton d'ascenseur et qui navigue. Voilà, j'aime beaucoup cette image. C'est lui aussi qui définit la valeur d'architecture. Ah, c'est lui qui définit la valeur d'architecture. Encore une fois, on sort des cathédrales applicatives. La valeur d'un architecte, ça se définit par le connaître the dot, être capable, entre les différents sujets, de voir plus loin que le produit. Être capable de changer plus souvent. Avoir une architecture, encore une fois, évolutive. Il faut que j'accélère un petit peu. Alors, quand on découvre qu'on chevauche un cheval mort, la meilleure chose à faire, est de descendre, acheter un fouet plus gros, changer de cavalier, comparer le cheval mort à d'autres chevaux morts. Alors ok, j'ai triché, c'est pas une loi, c'est la théorie du cheval mort. Je vous la conseille, c'est assez succulente. En fait, lorsqu'on est sur un projet et qu'on patine, enfin c'est même plus patiner là, on est sur un projet qui est out, il faut descendre. Sauf que la plupart du temps, je vous laisse l'image sur le fouet beaucoup plus gros, je vous laisse l'image sur changer de cavalier ou changer de nom, et je vous laisse l'image sur comparer le cheval mort à d'autres chevaux morts. C'est une loi qui s'applique dans le métier, mais aussi dans la vie de tous les jours. Allez, je passe le classement, je suis en retard. Question suivante. Le changement réussit quand il est porté par un véritable sentiment d'urgence. Elle est belle cette phrase prononcée comme ça. C'est John Cotter ou Vern Cotter. Voilà, je vois qu'il y a des rugbyman dans le coin. Et oui, le changement, c'est maintenant. Non, le changement, ce n'est pas le décréter, ce n'est pas le dire, c'est l'incarner. C'est exactement comme les valeurs d'ailleurs. Les valeurs, et ce qui font une personnalité, c'est pas ce que vous pouvez dire, c'est pas ce que vous pouvez réfléchir, c'est ce que vous faites au quotidien. Les croyances, c'est la même chose d'ailleurs. Si vous faites un petit peu de PNL. Ouais, je suis cruel, j'enlève le board. Alors. Non, mais bon, je laisse le suspense. La loi de Tesler. Toute complexité d'un système doit être assumée quelque part. Mais savoir où? Et l'utilisateur est là pour ça, soit par l'utilisateur, soit par le concepteur, soit par la direction, soit par les employés. Tesler, c'est celui, donc c'est une sommité de l'UX UI, c'est lui qui a inventé le copier-coller. Très très intéressant. Je vous le conseille. Et oui, soit par l'utilisateur, soit par le concepteur. En fait, la loi est énoncée, et il énonce que, et c'est ce qu'on demande aux architectes aussi, c'est de lutter contre la complexité. Ça ne se décrète pas, et à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Donc il faut choisir de la mettre quelque part, cette complexité. Et est-ce qu'on la met plutôt côté utilisateur, il faut l'assumer jusqu'au bout, ou est-ce qu'on la met plutôt du côté du système? Et dans ce cas-là, il faut l'urbaniser correctement.
C'est tout le sujet de cette question. Allez, je laisse. Avant-dernière question. Sois tolérant dans ce que tu acceptes et strict dans ce que tu envoies. Cette phrase aussi, elle est très très belle. Elle est de Postel, Postal, Postule, Pustule. Il s'appelle John. Il a été dans les très important fin des années 80 dans le. Je ne vais pas me faire fact-checker parce que la dernière fois je m'étais trompé. J'avais pas utilisé le bon terme et je ne retrouve pas le terme que je vais employer, mais c'est pas très grave. Mais cette loi est extrêmement importante, c'est la loi de la robustesse et c'est la loi de l'interopérabilité. Donc quand vous designez vos API et vos systèmes, si vous appliquez cette loi, ça marchera plutôt bien. Et ça marchera plutôt dans le temps. Mais au-delà de ça, c'est une loi qui est aussi applicable à tout le monde, dans notre travail au quotidien. Si on essaie de comprendre ce que les autres veulent formuler, veulent dire et veulent faire, et si soi-même on est plutôt strict au sens explicite dans ce que l'on fait, les choses vont normalement un petit peu mieux. Alors j'ai le classement sous les yeux. Voilà. Dernière question. Hier soir, lorsque j'ai fait il y en avait 27. Je me suis dit, bon, je vais réduire à un contron, et je crois que j'ai bien fait. Combien de principes contient la loi de Lehman, les lois de Lehman? Une faute d'orthographe énorme, d'ailleurs. Alors, Lehman. Au début des années 70, en fait, il a énoncé, avec un autre informaticien hongrois dont j'ai mangé le nom, mais c'est pas très grave, vous me fact-checkerez. Il a énoncé 8 principes du développement logiciel qui sont explicites et que je trouve à titre personnel pas assez expliqués dans nos métiers. Je vous énonce les 8 principes et pour moi ils sont assez clairs. Ils sont basiques mais pas assez transparents dans notre quotidien. Un logiciel doit changer ou il meurt. Plus on ajoute des choses, plus ça devient compliqué. Ça, ouais, je vois des têtes qui font ouais. Ah ouais. Et pareil, dans nos architectures, arrêtons de penser à ajouter des choses. Ça peut être bien des fois d'en enlever. L'évolution suit un rythme naturel. Forcer les choses n'aidera pas à votre logiciel et le rendra plutôt instable. La stabilité est une illusion. Je vous laisse avec ça. Les utilisateurs n'aiment pas les changements brutaux. Un bon logiciel écoute son environnement. Un logiciel abandonné se dégrade. On peut toujours améliorer un logiciel. Et ça a été énoncé il y a plus de 50 ans. Voilà. Classement final, roulement de tambour. Et c'est Laurent le vainqueur. Je sais pas qui. Bravo. Voilà. Le but de cette présentation, évidemment, c'était plutôt de faire un jeu ensemble. Je trouve ça plus sympa. J'ai pas la science infuse et je suis pas un expert sur toutes ces lois-là. C'est pas le but. Le but, c'était d'ouvrir l'esprit sur ces sujets-là, de vous tenir au courant. Ces lois-là, vous les trouvez sur plein de posts LinkedIn de gens qui vendent du conseil, ainsi de suite. Ils ont raison, il n'y a pas de problème. Mais en tant que développeur, en tant qu'architecte, ou tous les postes de nos métiers, s'ouvrir au fonctionnement de l'humain et avoir un autre regard sur le fonctionnement des logiciels peut nous aider à faire des systèmes d'information plus robustes. Voilà. Si vous avez des questions, je suis ouvert.